Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Paul Vorer, chercheur au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, où il s'occupe plus spécifiquement du programme dédié aux questions spatiales. Paul est déjà intervenu dans ce podcast en 2024, peu avant le premier vol d'Ariane 6. Si je le réinvite aujourd'hui, c'est parce qu'il a récemment publié une étude intitulée « Les narratifs spatiaux, enjeux stratégiques et perspectives européennes » que vous pouvez bien sûr télécharger sur le site internet de l'IFRI. Il a également contribué au Ramsès 2026 avec un texte intitulé « La défense a besoin d'espace ». Paul Vorer, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc, merci beaucoup de m'inviter de nouveau. Nous enregistrons cet épisode le 7 janvier 2026 et j'en profite d'ailleurs pour adresser mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de ce podcast. Et dans l'actualité du jour, il est question du Groenland avec des déclarations répétées de l'administration Trump 2 au sujet de la nécessité pour les États-Unis de posséder ce territoire. Or, il n'a échappé à personne qu'il y a au Groenland une base spatiale américaine, la base de Bidufik. Alors, Paul Vorer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette base spatiale ? En introduction, la base spatiale de Bidufik a finalement repris le nom d'un petit village inuit qui était à proximité de la base. En fait, c'est une base qui est anciennement la base de Thule au Groenland, qui date finalement de 1943. Donc c'est une base qui a eu un rôle très très important au cours de la guerre froide et qui participe finalement à la chaîne de radars de protection de l'espace nord-américain, du NORAD, notamment pour la détection de missiles balistiques et qui ont une fonction d'alerte avancée pour les missiles balistiques. Alors il s'avère que ces radars sont également capables de voir dans l'espace, et en 2023, donc le nom a changé après la mise en place de la Space Force. On a eu une base spatiale donc de Bidufik qui s'occupe principalement, qui continue d'avoir sa mission d'alerte avancée antimissile, mais qui est également capable avec ses radars de surveiller l'espace, de faire ce qu'on appelle de la surveillance de l'espace avec le tracking de débris dans l'espace et le suivi de satellites. Alors, on a également une fonction de cette base qui consiste à recevoir les données et à contrôler des satellites qui sont des satellites de surveillance, de communication, de navigation et de météorologie. En particulier, c'est ce qu'on peut retrouver sur les sources directement de la Space Force américaine. Et d'après les déclarations de la Space Force, cette base permet à celle-ci d'assurer la supériorité spatiale, qui est l'objectif affiché désormais par les États-Unis depuis la publication de leur stratégie spatiale qui date du 18 décembre 2025. Donc c'est très récent. Et donc cette base de Bidufik, dans leur vision des choses, participe de cette supériorité spatiale qui est recherchée par les Américains. Bien, nous allons maintenant nous dégager un peu de cette actualité immédiate et prendre un peu de champ. Vous étiez intervenu dans ce podcast, je l'ai dit en introduction, en 2024, peu avant le premier vol d'Ariane 6. Et j'aimerais que vous nous rappeliez, s'il vous plaît, les principaux développements ou les principaux événements intervenus dans le domaine spatial depuis votre passage dans ce podcast il y a presque 2 ans maintenant. Alors depuis que nous nous sommes vus la dernière fois, effectivement en mai 2024, les développements spatiaux ont finalement poursuivi sur leur lancée. On reste dans une forme de continuité de ce qui avait déjà lieu à l'époque. On peut saluer la performance d'Ariane 6, qui a effectué 5 lancements parfaits depuis que nous nous sommes parlé, et qui en prévoit 8 cette année, avec la mise en œuvre de la version la plus puissante d'Ariane 6, Ariane 64, qui devrait normalement être tiré en tout début d'année dans les prochaines semaines. Donc la crise des lanceurs dont on parlait la dernière fois, qui a privé l'Europe d'accès à l'espace pendant quelques mois en 2023, elle est désormais derrière nous. Et l'année 2025, si on fait un petit retour sur cette année, a été marquée encore une fois par un record du nombre de lancements orbitaux, avec les États-Unis qui restent très loin devant tout le monde avec 179 tirs, suivi par la Chine avec 91 lancements, la Russie avec 17 et l'Europe avec 7 lancements. Et ensuite, il y a d'autres pays qui ont moins lancé, comme
le Japon, etc. Mais si on revient 5 ans en arrière, finalement, il n'y avait qu'une centaine de lancements par an sur toute la planète. Donc on voit que l'accélération des activités spatiales est très très importante et continue de s'accélérer. Et c'est encore plus marqué finalement si on prend en compte le nombre de satellites lancés. Pour faire un retour en arrière, en 2019, on avait 500 satellites lancés à l'échelle de toute la planète. En 2025, c'est plus de 4500 satellites qui ont été lancés. Le changement d'échelle est donc très important, marque une forme d'industrialisation de l'espace, de mise en série avec des satellites qui sont produits en série. La plus importante infrastructure mise en place à l'heure actuelle dans l'espace, c'est évidemment Starlink, dont on a beaucoup entendu parler, qui représente quand même aujourd'hui près de 66% de tous les satellites en activité aujourd'hui dans l'espace. On a aussi le déploiement désormais de constellations chinoises de communication comme Guowang ou Qianfan qui commencent leur déploiement avec des projets également en Europe qui devraient être prochainement mis en place. Et l'autre grand dossier spatial, je dirais, c'est la course à la Lune, finalement, qui se poursuit entre d'un côté le programme Artemis américain et de l'autre les programmes Chang'e et ILRS de la Chine, et qui sont vraiment mis en miroir. Et en tout cas, dans le discours américain, il y a une vraie confrontation géopolitique qui est en train de se mettre en marche. Les Américains parlent de Beat China Back to the Moon désormais, avec un nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, qui vient de rentrer en poste et dont le mandat est extrêmement clair d'arriver à reposer un astronaute américain avant la Chine sur la Lune, donc en 2028. Les développements technologiques dans ce domaine se poursuivent de part et d'autre, finalement, même si les États-Unis accusent désormais un certain retard sur leur calendrier initial, du fait de difficultés techniques liées aux véhicules supposés poser les Américains sur la Lune, qui s'appelle le Starship de SpaceX, et des retards dans les combinaisons spatiales. Et la Chine progresse à grande vitesse avec au début de l'été des tests qui ont été conduits sur le nouveau lanceur lourd qui devrait permettre à la Chine de lancer ses modules, l'atterrisseur lunaire, etc. Donc une course à la Lune qui s'intensifie depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Vous nous expliquiez aussi en 2024 que l'Europe était prise dans une forme de tenaille stratégique dans le secteur spatial. Cette tenaille s'est-elle encore resserrée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ? Alors j'avais analysé effectivement qu'à l'époque, l'Europe était prise dans le spatial dans une position inconfortable entre des partenaires devenus du jour au lendemain des adversaires. C'était le cas des Russes, avec lesquels on avait un partenariat dans le spatial, notamment dans le domaine des lanceurs, et qui avait fortement impacté le calendrier de lancement. Une Chine avec laquelle il existe finalement très peu de contacts et un découplage quasi total entre les marchés européens, chinois et finalement assez peu de coopération, même dans les domaines scientifiques. Et les Américains qui constituaient finalement à la fois le meilleur partenaire de l'Europe, le meilleur avec lesquels la coopération était la plus ancienne et la plus fructueuse, et également son plus féroce concurrent dans le domaine économique, ce qui posait des difficultés importantes à notre industrie dans une logique de marché avec la montée en puissance de SpaceX qui déjà à l'époque était extrêmement claire. Donc on avait à l'époque à l'Est un adversaire, à l'Ouest un concurrent, et ça réduisait déjà fortement les possibilités de coopération. Avec l'arrivée de Donald Trump, on a une attitude des Américains qui a encore changé envers l'Europe et qui pose désormais la question du partenariat et de la coopération future. Donc je pense effectivement que du point de vue des relations internationales et des relations avec ce partenaire / concurrent très important que sont les États-Unis, cette relation s'est fortement dégradée, même si la coopération continue dans le domaine de la Station spatiale internationale, par exemple. Dans les domaines de la coopération scientifique, le budget de la NASA a été financé au niveau attendu, et donc on peut s'attendre à ce qu'une grande partie des coopérations se poursuivent. Et la tenaille s'est en revanche desserrée sur le domaine justement de l'accès à l'espace européen. C'est-à-dire qu'en fait, on a en Europe une volonté désormais d'autonomisation sur de nombreux sujets par rapport
à ces différents partenaires. On s'est rendu compte qu'une trop grande coopération pouvait conduire à une certaine forme de dépendance, ce qui avait été le cas avec la Russie. Et c'est une leçon qui a été un petit peu apprise aussi pour les États-Unis, où il y a cette volonté désormais affichée de ne pas complètement dépendre d'un partenaire aussi bien intentionné puisse-t-il être. C'est notamment l'objectif d'un programme comme Iris-Carré, une constellation donc de communication sécurisée pour l'Europe, pour ne pas dépendre complètement d'infrastructures qui seraient contrôlées essentiellement par les Américains avec Starlink ou avec d'autres types de constellations qui fourniraient ce type de service. Venons-en à votre étude sur les narratifs spatiaux. Vous utilisez l'anglicisme narratif à dessein pour désigner de grands récits ayant une puissance évocatrice et reflétant et promouvant un point de vue particulier ou un ensemble de valeurs. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter brièvement les narratifs des puissances spatiales historiques que sont les États-Unis, la Russie et évidemment la Chine? Oui, bien sûr. Mais alors le narratif, effectivement, j'utilise ce mot pour décrire l'utilisation stratégique de ces récits, finalement, de décrire on parle de plus en plus de narratifs, on parle de plus en plus de narratifs russes, c'est arrivé très dans le discours médiatique, finalement. Oui, je dois dire qu'habituellement, ça m'agace parce que c'est un anglicisme et c'est généralement pas précisé. Or là, vous, à dessein, et vous l'assumez, vous employez cet anglicisme et vous le définissez. Dans les notions qui sont fréquemment mobilisées dans le discours politique aux États-Unis pour décrire l'espace et pour décrire les actions qui doivent être menées dans ce domaine, on parle beaucoup de frontières et de destinées manifestes. Alors, ce sont deux notions issues du 19e siècle qui sont très liées finalement. La frontière représentant un territoire vierge à coloniser et sur lequel les humains pourraient exploiter. Donc il y a la notion de la frontière d'un territoire sauvage finalement, une nature difficile, une nature qui a dompté et qui aboutit finalement à un nouveau type de culture que Frederick Jackson Turner exprime dans sa thèse comme étant la culture américaine, celle qui se différencie de la culture européenne précisément par son rapport à la frontière. Oui, au XIXe siècle, c'était la conquête de l'Ouest, le Far West, et évidemment, ces frontières dans le sens de frontier en anglais et pas dans le sens de border. C'est vraiment la frontière à explorer, quoi. C'est exactement ça, c'est la ligne de démarcation entre la civilisation et les terres sauvages. Alors sauvage dans plusieurs sens d'ailleurs, c'est pour ça que la thèse est un petit peu controversée aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'était pas complètement vierge non plus, il y avait quand même des humains à l'époque sur ces territoires, mais l'idée derrière, c'est tout de même d'avoir un territoire qu'on peut exploiter et qui, malgré son hostilité fondamentale pour l'homme, reste porteur de grandes promesses et à terme pourra être civilisé. Et c'est une notion qui est très importante dans la culture américaine, même dans l'image que les États-Unis ont d'eux-mêmes, et qui s'applique particulièrement bien à l'espace. C'est-à-dire que l'espace, c'est quand même une région très particulière, au-dessus de l'atmosphère, c'est extrêmement hostile, c'est tout de même assez mystérieux également, donc et ça recèle potentiellement des intérêts économiques qui peuvent attiser les convoitises. Et de même, ça nécessite pour le conquérir, pour s'en emparer, d'avoir un esprit pratique, ce qui est noté comme un des attributs de la frontière, et une vraie appétence pour la technologie qui permettra ensuite de coloniser et de dompter finalement cette nature sauvage. Et vous dites d'esprit pratique, mais on pourrait parler d'esprit pionnier aussi. Voilà. Et alors la destinée manifeste ? La destinée manifeste, c'est une notion qui est finalement très liée, décrite par le journaliste John O'Sullivan en 1845, pour justifier l'annexion du Texas par les États-Unis, en expliquant que c'est l'objectif des États-Unis de répandre leur civilisation et leur multitude sur le reste, en tout cas du continent américain, mais également au-delà, avec une notion qui est finalement très, très religieuse, assez messianique, que ce serait le destin des États-Unis et que ce serait un destin évident, selon lui, de répandre leur civilisation et leur culture
dans le reste du monde. Et donc dans votre étude, en fait, il y a notamment une infographie avec des déclarations de différents présidents des États-Unis, des déclarations relatives à la conquête spatiale. Et c'est vrai qu'on voit ces notions de destinée manifeste, de frontières revenir quasiment à chaque mandat présidentiel. C'est très frappant. Ouais, dans les discours des présidents américains, j'ai identifié que chacun des présidents américains, depuis Kennedy, qui a été finalement le premier à en parler en ces termes, chaque président, lorsqu'il parlait de l'espace, l'associait à la notion de frontière, immédiatement. Et plus récemment, c'est Donald Trump qui a remis au goût du jour la notion de destinée manifeste, qu'il a également accolé à la notion de frontière, dans son discours inaugural, en expliquant que c'était la destinée manifeste des États-Unis d'aller dans l'espace, d'aller sur Mars. Et donc on a finalement remis au goût du jour une notion qui, en l'occurrence, était moins présente dans les discours politiques, mais a toujours imprégné l'imaginaire américain lorsqu'il s'agissait de parler de l'espace et de parler de la manière dont les États-Unis s'envisageaient eux-mêmes dans l'espace et ce qu'ils comptaient y faire. On ne peut malheureusement pas passer trop de temps sur chacun des cas d'espèce parce que votre étude est assez longue en réalité. Donc passons peut-être à la Russie. Alors quel est le narratif spatial dominant de la Russie ? Pour la Russie, il faut voir que les pionniers du spatial russe, et notamment Konstantin Tsiolkovsky, qui est l'auteur de la fameuse phrase « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau », était un adepte de ce qu'on appelle le cosmisme, c'est-à-dire une philosophie issue de la religion orthodoxe qui explique que le destin de l'humanité est finalement de se répandre dans l'espace pour récupérer l'esprit des morts et coloniser les planètes afin de pouvoir répandre sur celle-ci la nouvelle population ainsi récupérée. Et qui semble exister, d'après certains auteurs, un fil conducteur finalement entre cette philosophie qui date également du 19e siècle et qui irait jusqu'à aujourd'hui Vladimir Poutine et jusqu'à la manière dont les Russes pensent également leur rapport à l'espace. Il faut noter aussi que le cosmisme, c'est une philosophie qui est finalement assez proche du transhumanisme, qui, elle, extrêmement présente dans la Silicon Valley, et que les deux sphères se connaissent et ont des échanges. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans les discours politiques, en particulier en Russie, et depuis en particulier l'invasion en Ukraine en 2022, dans les discours de Vladimir Poutine, c'est l'utilisation du spatial dans une perspective de puissance militaire, avec un grand récit idéologique finalement qui est amplifié par la propagande, qui vise à démontrer que l'espace fait désormais partie du destin de la nation russe, qui elle-même se militarise énormément et fait partie de la politique de puissance de la Russie. Donc il y a ces deux éléments-là, effectivement, qui semblent se répondre, avec un élément culturel assez profondément ancré dans la culture russe, et une forme de révérence finalement à l'héritage soviétique et aux grands pionniers du spatial comme Tsiolkovsky, comme Gagarine, etc. Et une dimension finalement beaucoup plus militariste, beaucoup plus agressive de la posture russe aujourd'hui. On n'a pas évoqué la Chine, alors quel est le principal narratif spatial chinois ? Eh bien, en Chine, le discours a évolué évidemment depuis l'époque de Mao Zedong, qui voyait dans la réalisation spatiale soviétique puis chinoise une forme de supériorité finalement du modèle communiste sur le modèle capitaliste. Donc là, on était dans une forme de narratif de grand récit communiste. Après la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping, on voit une ouverture dans les années 90 avec une période de coopération, notamment avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis et avec l'Europe, avec notamment des lancements sur des lanceurs chinois par des entreprises européennes et américaines. Et à ce moment-là, le discours qui domine, finalement, c'est l'idée du rattrapage de la Chine sur les puissances occidentales, avec in fine en ligne de mire les États-Unis qui sont considérés comme le maître étalon en matière spatiale. Et depuis une dizaine d'années, et c'est à peu près aux alentours de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine est finalement sortie un petit peu de cette logique de rattrapage pour chercher à développer des innovations propres dans le domaine spatial. On a vu notamment des missions sur la lunaire, sur la face cachée. Et finalement, on a aujourd'hui un slogan politique qui est promu par Xi Jinping,
qui parle du rêve chinois. Et il y a une déclinaison du rêve chinois qui est le rêve spatial. Et c'est un slogan politique qui est de nouveau assez plastique finalement, un petit peu comme les notions de destinée manifeste ou de frontières derrière lesquelles on peut mettre beaucoup de choses, ou le narratif russe actuel qui permet aussi, par sa plasticité, de justifier énormément d'actions. Ça permet de donner l'objectif d'une Chine comme une grande puissance technologique dans tous les domaines, finalement d'ici à 2049, qui sera la date du centenaire de la République populaire de Chine. Et donc, dans ce cadre de développement de la puissance chinoise, finalement, le spatial est vu comme un vecteur assez privilégié, même si il n'est pas exclusif de ce qui s'appelle également le grand rajeunissement de la nation chinoise. Vous évoquez aussi dans votre étude d'autres puissances spatiales plus émergentes comme l'Inde ou les Émirats arabes unis, mais nous n'avons pas le temps de nous y arrêter dans ce podcast. Venons-en à l'Europe. L'Europe est dans une situation particulière, c'est ce que vous soulignez dans votre texte. Et je vais vous citer. Là où les grandes nations spatiales ont pu articuler leurs ambitions à un récit identitaire préexistant, l'Europe tente, à l'inverse, de forger une identité politique et symbolique à partir d'une coopération technique. Cette inversion peut expliquer la difficulté à construire un discours spatial européen cohérent. Ce constat m'inspire deux questions. D'une part, comment cette absence de narratif européen se manifeste-t-elle, notamment dans les discours de grandes personnalités européennes ? Et d'autre part, si vous deviez poser les bases d'un tel narratif spatial européen, quelles seraient ces bases ? Alors, c'est une question qui est assez compliquée, puisque effectivement, ça fait référence à l'identité européenne, qui est une notion sur laquelle il existe une immense littérature, évidemment qu'on n'a pas le temps de détailler ici, et qui pose des questions voilà, sur l'existence, sur la construction de l'identité européenne, finalement. Mais à côté de cette question, il faut reconnaître que l'Europe est devenue, par un processus de coopération mené dès les années 60, aujourd'hui une véritable puissance spatiale. C'est-à-dire qu'il y a tous les attributs, ou quasiment tous les attributs d'une grande puissance spatiale, peut-être à l'exception du vol habité, c'est-à-dire la capacité d'envoyer en propre des astronautes dans l'espace, qui potentiellement dit des choses aussi sur la manière dont elle se projette elle-même dans le spatial. Mais on a une forme de fragmentation qui est quand même très importante, d'abord entre les niveaux nationaux, les niveaux évidemment intergouvernementaux. C'est ici que se place l'Agence spatiale européenne, par exemple. L'Agence spatiale européenne est une institution intergouvernementale et une construction communautaire de l'Union européenne qui finalement n'a pas eu énormément de rôle au départ dans la construction du spatial européen. Donc c'est un petit peu ce paradoxe, c'est que la construction du spatial européen s'est fait complètement en dehors du processus de construction communautaire. Et aujourd'hui, et depuis les années 90 et encore plus depuis le début des années 2000, on a effectivement ce processus communautaire qui se réapproprie certains aspects du spatial, notamment à travers des grands programmes, mais sans nécessairement promouvoir des notions aussi culturellement marquées que celles qui sont déployées par les Américains, par les Russes ou par les Chinois dans leur grand discours. Ou en tout cas pas spécifiquement, je dirais, européen. On parlera de coopération, on parle d'économie, on parle d'autonomie stratégique, mais pas nécessairement de notions culturellement européennes ou culturellement ancrées dans la culture européenne. Donc l'absence de narratif. Alors, il ne s'agit pas réellement d'absence de narratif. On a à la fois la construction permanente d'un narratif au gré de la construction européenne. C'est en fait une notion qui renvoie à l'idée même d'identité européenne. C'est une notion qui a suscité énormément de débats. Et le paradoxe, c'est un petit peu que sans avoir nécessairement un narratif ou une construction d'un récit extrêmement cohérente et extrêmement ferme sur les objectifs de l'Europe dans l'espace, sur ce que veut faire l'Europe dans l'espace et comment elle conçoit sa présence à long terme dans ce domaine, eh bien, l'Europe est devenue, par un processus de coopération mené dès les années 60, une véritable puissance spatiale. Il dispose de ses propres capacités de lancement, d'une industrie spatiale performante, mais qui peine, comme je disais aujourd'hui, à envisager ses réalisations spatiales dans un récit qui lui serait propre. Il en résulte un discours européen ambivalent et finalement assez fragmenté, centré sur des réalisations scientifiques, sur l'économie ou le spatial dit utile,
mais qui n'ont pas, selon moi, la puissance évocatrice et l'effet d'entraînement qui sont offerts par d'autres types de discours, typiquement ce dont on parlait, qui renvoie à l'identité nationale avec ces grandes notions. La fragmentation européenne et la pluralité des récits qui la composent aboutit finalement à un discours centré justement sur la préservation de l'environnement spatial, sur le développement économique, sur la responsabilité, plutôt que sur des notions d'expansion dans l'espace ou de démonstration de puissance militaire, par exemple. On peut également noter en Europe une influence américaine sur certains discours. On a vu par exemple récemment le commissaire européen à l'espace et à la défense qui annonçait lors de la présentation du récent EU Space Act en juillet dernier le fait que l'espace était une frontière, par exemple, qui est une notion directement empruntée, comme je disais, à la mythologie américaine et qui représenterait par ailleurs un potentiel économique gigantesque, donc on en reparlera. Et c'est une vision qui est clairement influencée par les discours américains. Et de même, il y a une forme de comparaison permanente entre les réalisations américaines et les réalisations européennes, alors même que les deux entités n'évoluent pas tout à fait dans le même contexte, ni budgétaire, ni stratégique, en termes de besoins. Et donc, de l'autre côté, on voit monter depuis des années dans les discours médiatiques et politiques l'idée que l'Europe spatiale est en déclin, notamment du fait qu'il y a certains virages technologiques qui n'ont pas été pris dans le domaine des lanceurs, etc. Et finalement, la menace qui est perçue dans ce cadre-là, c'est principalement celle d'un décrochage économique, finalement, du secteur. Mais cette vision économique du spatial comme d'un lieu dans lequel il y aurait une prospérité économique à aller chercher, elle-même, c'est une forme de narratif qu'on s'est créé en Europe du fait de nos réussites en la matière. Et donc, c'est une question aujourd'hui de repenser un petit peu cette manière de voir l'espace. Je pense qu'il y a un enjeu pour l'Europe, un enjeu véritablement stratégique à repenser finalement ces enjeux du spatial et ce que l'Europe veut véritablement faire dans ce domaine. Et vous proposez d'ailleurs vous-même dans votre étude un narratif spatial pour l'Europe. Peut-être que vous pouvez essayer de le formuler à l'oral aussi? En toute modestie, parce qu'évidemment, ce n'est pas des notions, on ne va pas repenser la notion d'identité européenne dans le domaine spatial, mais tout simplement réfléchir au fait que tout de même l'Europe a réussi à construire au cours de son histoire une puissance spatiale de premier plan aujourd'hui en termes de qualité, en termes de capacité, en termes de talent, qu'on est autonome dans à peu près tous les domaines de l'aventure spatiale et que d'une certaine façon, l'Europe a véritablement été le pionnier dans les domaines économiques du spatial dans les années 80 en particulier en mettant en place des entreprises extrêmement innovantes, extrêmement originales et que cette influence de la vision économique du spatial ou du spatial comme d'un projet avant tout économique doit être, à mon sens, repensée à la lumière des enjeux stratégiques auxquels nous faisons face. Et donc, c'est un domaine dans lequel on a une vraie connaissance, des vraies capacités et qui doivent être repensées, à mon sens, utilisées au profit de la défense du continent aujourd'hui, face à une situation géopolitique qui se dégrade à vitesse accélérée. Et c'est d'ailleurs une prise de conscience, et on voit émerger de plus en plus de discours qui vont dans ce sens finalement. La nomination d'un commissaire à la défense et à l'espace en est un signe intéressant. L'Union européenne a un rôle de plus en plus important dans le domaine de la défense et de l'espace. On a eu récemment une stratégie française, une stratégie allemande sur les enjeux justement du spatial de défense, avec des annonces budgétaires qui ont été faites d'ailleurs par l'Allemagne et la France d'augmentation significative dans ce domaine-là. Et même l'Agence spatiale européenne, qui est quand même traditionnellement une agence extrêmement orientée vers les domaines civils, commence à s'intéresser à ces notions et parle désormais de sécurité dans l'espace, de résilience spatiale, etc., avec notamment un budget record qui a été voté en novembre lors de la dernière ministérielle de l'ESA. Donc c'est des notions qui sont en fait en décantation aujourd'hui et véritablement qui commencent à être prises à bras-le-corps par les pouvoirs publics européens. Et pour terminer, on va passer à une logique qui n'est plus une logique pays,
mais une logique plus thématique, et on reprend là ce que vous avez écrit dans votre étude, puisque vous évoquez l'espace à la fois comme un milieu à coloniser, comme un milieu à exploiter économiquement, ou encore comme un milieu à arsenaliser. Ce sont des grands récits, des grands narratifs spatiaux qui existent également. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres récits sur l'espace comme milieu à préserver, comme bien commun global. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la tension entre ces récits utilitaristes d'un côté et puis, disons, plus globaux, généraux et bien communs de l'autre? Le bien commun global aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre d'attaques. Vous parlez d'une idéologie de la préservation qui est aujourd'hui attaquée et soumise à des tensions géopolitiques. Voilà, bref, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout cela? L'idée, en fait, ça a été de regrouper ces récits par grandes thématiques et finalement, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent. Ces récits, ce sont souvent des visions du futur. Non, c'est ça qu'il faut voir, c'est que l'espace à coloniser, ça part du principe que dans l'avenir, les humains finiront forcément par aller dans l'espace et à coloniser les autres planètes. Or, ce que je me suis attaché à faire un petit peu dans cette étude, c'est à reprendre ces grands narratifs et notamment les grands acteurs qui les promeuvent. On a particulièrement, si on prend le cas des États-Unis, un rôle de la société civile, ce qui s'appelle les groupes pro-espace, par exemple, les Space Advocates, qui militent réellement pour que ce futur advienne, la conquête de Mars, et qui ont une vraie influence. C'est-à-dire, Elon Musk a été très influencé, par exemple, par les écrits de Robert Zubrin et les travaux de la Mars Society. Donc, bref, je décris ça dans l'étude, mais ce que je souhaite dire, c'est que ce sont des visions du futur. L'idée que l'humain, demain, colonisera l'espace, ça sous-entend beaucoup de choses, et finalement, ça n'est pas forcément la seule vision qui peut exister. D'autres discours mettent beaucoup plus en avant la capacité de l'espace à fournir une prospérité, parce que du fait de l'infinité de l'espace, on peut envisager qu'il y ait une infinité de ressources, et c'est un thème qui est régulièrement mobilisé à la fois par des entreprises, mais aussi par des cabinets de conseil. On parle de la $1 trillion space economy, par exemple. C'est une autre vision du futur à laquelle on peut ou ne pas adhérer. Et enfin, la militarisation de l'espace, c'est vrai que, je dirais même l'arsenalisation de l'espace et la vision de l'espace comme un champ de bataille potentiel, elle est aussi intéressante et elle est présente dans de plus en plus de discours. De la même manière, l'idée, c'est de remettre un petit peu en perspective aussi, l'idée de l'étude, c'est de remettre un petit peu en perspective ces discours par rapport à la réalité, parce qu'on sait, par rapport à ce qu'on ne sait pas aussi, parce que c'est intéressant de comprendre ce qu'il est possible et ce qu'il n'est pas possible de faire dans l'espace. Finalement, il y a énormément d'incertitudes dans ce domaine-là. Et le deuxième volet, c'est finalement d'autres. Alors j'ai parlé d'idéologie de la préservation, on peut le voir comme une idéologie ou finalement une forme de rationalité par rapport à des volontés qui pourraient apparaître parfois extrêmement grandiloquentes, mais qui ont pu aboutir à l'accélération que je décrivais en début de cette émission, avec un nombre de satellites de plus en plus important dans l'espace et des évolutions qui ont finalement surpris une grande partie des observateurs du domaine. Cette deuxième vision, ça s'attache à considérer l'espace comme un milieu, finalement un bien commun de l'humanité. Donc c'est une vision beaucoup plus promue au niveau international, et notamment au niveau du multilatéralisme, et avoir l'image finalement que l'espace doit être un milieu un petit peu sanctuarisé, qu'on est tous sur la même planète, que dans l'espace est un milieu à part, privilégié, à explorer plutôt qu'à exploiter, à protéger plutôt qu'à polluer. Et dans ces idées-là, finalement, c'est l'espace détaché un petit peu des contingences terrestres, des besoins économiques et des tensions militaires qui pourraient arriver dans ce domaine. Ça, c'est une vision qui est promue au niveau international, qui est promue aussi beaucoup par certains membres de la société civile, des groupes écologistes en particulier, qui considèrent que l'extension
infini des activités spatiales dans l'espace n'est fondamentalement pas une bonne chose, ni pour la planète parce que ce sont des activités polluantes, ni pour l'espace lui-même parce que étant donné le nombre de débris spatiaux qui se développent de plus en plus et pour lesquels il n'existe pas à l'heure actuelle de solution claire. Donc voilà, c'est un narratif qui est finalement très critique des narratifs précédents et qui se pose en faux par rapport aux objectifs qui sont décrits par ceux qui souhaitent coloniser l'espace, ceux qui souhaitent exploiter l'espace et militariser de plus en plus l'espace. On a l'impression quand même que c'est un narratif qui est idéaliste, mais qu'aujourd'hui le rapport de force est plutôt du côté de ceux qui veulent exploiter économiquement, qui veulent militariser. Vous vous rappelez les tirs anti-satellites qui ont eu lieu, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ce ne sont pas les doux rêveurs qui sont confrontés à une dure réalité qui les dépasse ? C'est une vraie question, ça, et effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui, le contexte international a plutôt tendance à faire pencher la balance du côté de ceux qui souhaitent exploiter l'espace et coloniser l'espace et militariser de plus en plus l'espace. D'un autre côté, on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les limites de l'espace, typiquement dans cette accélération que j'évoquais, avec le nombre de satellites qui augmente, etc. On a de plus en plus d'alertes, des alertes de plus en plus fréquentes d'un possible effet qu'on appelle l'effet Kessler, c'est-à-dire c'est un petit peu comme dans le film Gravity finalement, de débris qui rentreraient les uns dans les autres et créeraient des réactions en chaîne. Et donc, cette idée, beaucoup défendue au niveau de l'Union européenne aussi, de réglementer l'espace, de réglementer le type de choses qu'on aurait le droit de faire dans l'espace, de gérer le trafic spatial, typiquement. Tout ça, c'est des notions qui restent finalement en arrière-plan des discussions stratégiques et des enjeux stratégiques dans ce domaine, avec quand même une coopération qui continue de se faire dans les domaines de la gestion des fréquences et dans la coopération, parce que finalement tout le monde est interconnecté dans l'espace. Et cette interconnexion, elle ne disparaîtra pas même avec la puissance d'un acteur par rapport à d'autres. Et c'est un environnement qui est également fondamentalement fragile. Et donc, d'une certaine manière, si la coopération ne se fait pas et si ce dialogue ne peut pas s'établir sur des bases a priori coopératives, le risque auquel on fait face, c'est de le rendre, tout simplement de le détruire pour tout le monde. Donc, il y a à la fois un domaine idéaliste sur l'espace et pour tout le monde, et d'une certaine façon, on est tous embarqués dans la même planète, sur le vaisseau spatial Terre qui traverse l'espace. Mais d'une autre manière, l'espace lui-même étant un environnement dans lequel tout le monde est interconnecté, c'est une vision qui a du sens aujourd'hui et qui force un petit peu le dialogue et la coopération, même quand la volonté de le faire n'est pas présente. Paul Vorer, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement la lecture de son étude intitulée « Les narratifs spatiaux, enjeux stratégiques et perspectives européennes » qui est disponible sur le site internet de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.